dans la ponctuation qu'il est habituel de reconnaître entre Vasari et Winckelmann, c'est-à-dire ces deux moments qui sont considérés comme essentiels dans la naissance, la genèse d'une histoire de l'art, je voudrais introduire précisément des moments considérablement négligés ou méconnus, qui très certainement apportent encore davantage à notre connaissance de la discipline, qui nous montrent encore mieux combien l'historiographie de l'art s'est développée à partir d'événements qui souvent nous paraissent fort éloignés des explications habituelles, des schémas habituels d'interprétation. La personnalité de Giulio Mancini, que j'ai commencé à évoquer la dernière fois, est une de ces personnalités absolument essentielles, sans laquelle on ne peut pas vraiment comprendre comment on s'est mis brusquement à s'intéresser à tout un continent de l'histoire de l'art, c'est-à-dire en particulier le continent du Moyen-Âge, cette vaste période qui a été laissée en friche ou méprisée par la plupart des historiens, je pense en particulier à Vasari. Alors, la grande rupture entre Mancini et Vasari, c'est que, précisément, Vasari ne considérait pas le Moyen-Âge comme une période digne d'être évoquée, et au contraire, Mancini va l'introduire dans une nouvelle chronologie. Alors, je fais tout de suite une remarque restrictive, je me répète, mais je crois que c'est important de s'en souvenir. Mancini a été vraiment publié qu'au XXe siècle. Donc, l'impact, la réception qu'ont pu avoir ces écrits est resté relativement confidentiel, même si dans la Rome et dans l'entourage du pape, un grand nombre de personnalités avaient connaissance et de ses écrits et de ses thèses. Néanmoins, évidemment, si ces écrits avaient été publiés, ils auraient eu un impact considérable sur la suite de l'histoire que je raconte ici. Le point de dissension donc essentiel porte sur l'évaluation du Moyen-Âge. Alors, il est vrai que la perspective religieuse donnée par le Concile de Trente est entrée brusquement en contradiction avec la vision d'un Moyen-Âge comme celui qu'avait décrit Vasari. Le conflit entre l'histoire de l'art, entre le développement de l'art tel qu'on les racontait, et l'histoire de l'Église, ce conflit, très longtemps, n'apparaît pas au grand jour. Et c'est Mancini, finalement, qui l'a révélé, qui l'a mis en lumière, en proposant une périodisation de l'art depuis l'Antiquité jusqu'à son époque à lui, c'est-à-dire jusqu'au début du XVIIe siècle. Il s'agit d'un changement radical de perspective. Le Moyen-Âge n'est plus vu comme le déclin et la mort de l'art, il est au contraire évalué, notamment à partir des collections de copies du Vatican, qui sont des travaux restés d'ailleurs inédits en vue de l'histoire des papes et des cardinaux, de Alphonse Chacon, et ces recueils de dessins, de relevés, de copies sont considérés comme des documents de l'histoire de la foi chrétienne et de l'Église. C'est-à-dire que tout à coup, l'Église elle-même considère que toute cette période précédant la Renaissance, précédant en tout cas le Concile de Trente, est une période extrêmement importante car elle nous livre une quantité de documents sur la tradition de l'Église. Et cette vision différente qu'a acquise Mancini a été stimulée en grande partie par les travaux que Cesare Baronio avait menés au Vatican. En gros, on peut résumer le but de ces travaux de la manière suivante. Il s'agissait de faire pendant à la critique des textes entreprise par les réformateurs, à la Réforme, à l'époque de la Réforme, et Baronio veut composer une histoire de l'Église de la contre-réforme. Voilà. Donc la Réforme s'était bien caractérisée par
une relecture des textes, si vous voulez, commentaire critique des textes de l'Écriture sainte, eh bien, il s'agit maintenant, après le Concile de Trente, d'opposer une autre critique des textes. Critique, le mot critique est évidemment là très important. Le Concile avait établi, en effet, deux sources principales de la foi, l'Écriture sainte et la tradition. Et c'est pour établir cette tradition que Baronio et ses collaborateurs se sont mis au travail. Le Mancini esquisse donc une nouvelle périodisation de la manière suivante. Il se concentre surtout sur la peinture à Rome, à l'époque paléochrétienne, ce que nous appelons l'époque paléochrétienne. Et pour cela, il utilise la périodisation qui est issue des études paléographiques, c'est-à-dire des études des textes relatifs à l'histoire de la peinture, en la transcrivant dans un registre formaliste. Voilà, en fait, il va se servir de l'enseignement qu'il tire de la lecture des textes, des changements d'écriture, des modifications dans la paléographie elle-même, pour la reporter en quelque sorte sur l'histoire de l'art en général. Il gomme les aspects négatifs qui avaient été mis en évidence aussi bien d'ailleurs par Ghiberti que par Vasari, chute et mort d'une tradition picturale durant le Moyen-Âge, et il préfère à ce schéma celui de mutation lente qui s'opérerait. Donc il y a des périodes qui ont des mutations extrêmement lentes, d'autres qui ont des mutations moins lentes. Parfois les mutations sont brutales, et selon ce mécanisme, il pense pouvoir comparer des œuvres les unes avec les autres, mettre en avant telle évolution d'un artiste par rapport à telle autre, etc. La fameuse notion importante chez Mancini de transito. Donc ces mutations, ces passages, ces phases de transformation. Alors il s'inspire aussi d'autres travaux. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est comment Mancini a en quelque sorte fait la synthèse de plusieurs chantiers qui étaient en cours à ce moment-là à Rome, chez des savants qui avaient des ambitions et des activités extrêmement différentes. Il s'inspire en particulier des travaux d'Antonio Agustin. Agustin était un spécialiste du droit romain et du droit ecclésiastique, numismate aussi, spécialiste de généalogie, qui a conçu une paléographie où les écritures latines et grecques sont étudiées à partir du VIe siècle d'une façon ininterrompue. Il a réussi à réunir suffisamment de documents paléographiques, d'archives, en d'autres termes, pour faire une sorte de tableau comparatif de toutes les formes d'écriture grecque et latine depuis le VIe siècle. Et il divise l'évolution de ces formes en segments de temps, des segments, mais bien sûr, cette idée à la fois de continuité sur la longue durée, mais en même temps, bien entendu, de fragmentation nécessaire à l'intelligibilité même de son propos, tout cela va être repris, mais adapté par Mancini. Agustin a préparé un ouvrage qui ne verra jamais le jour, d'ailleurs, de son vivant, avec un grand nombre d'exemples d'écriture. Alors, dans la périodisation du Moyen-Âge que propose Mancini, il est très important de relever que l'art de l'époque constantinienne appartient encore à l'Antiquité. Donc il considère que Constantin, donc le premier empereur chrétien, que l'art qui se fait à son époque appartient encore à l'Antiquité, donc à un état perfecta, dit-il. Il y inclut les peintures des catacombes ou encore, évidemment, les reliefs de l'arc de Constantin. Et il arrive de cette manière à faire un pont entre l'art antique, le paléochrétien, et l'art byzantin, qui sont ainsi reliés dans une continuité historique. Et on s'aperçoit en lisant attentivement Mancini que
l'homogénéité formelle d'ensemble est plus importante pour lui que le jugement qualitatif singulier sur une œuvre. Alors, je passe le détail de ces différentes périodisations, enfin de ces sous-rubriques, si je puis dire, de la périodisation de Mancini, mais j'en arrive surtout à une époque qui a été complètement, évidemment, laissée de côté par Vasari et par ses prédécesseurs, c'est les environs de 1200, et Mancini considère que c'est aux environs de 1200 qu'apparaît un cycle avec, reprenant là les idées de Ghiberti, une enfance, une adolescence et une maturité. Alors, cela commence en 1200, l'adolescence entre 1390 et 1400, et 1400 ou 1450, et la jeunesse, début de la maturité, disons, entre 1450 et 1500. Vous voyez, donc les topoi de cette croissance organique et de ce modèle biologique continuent d'être employés, mais en essayant de les déplacer sur des périodes restées jusque-là en friche. Alors, les travaux qui avaient été menés par les savants à Rome permettaient en effet de disposer de tout un matériel pour occuper une telle séquence temporelle, mais seulement pour Rome. Tous ces travaux étaient concentrés sur Rome et ne concernaient évidemment pas le reste de l'Italie. Alors, pour un homme, un savant comme Baronio, la continuité de la production artistique antique sous les premiers chrétiens ne fait aucun doute. Pour lui, il n'y a pas d'interruption. Il y a une continuité, mais il va y avoir une décadence, une forme de décadence, qui va s'expliquer, et ça c'est un schéma interprétatif extrêmement intéressant, qui va s'expliquer selon Baronio par la persécution des artistes, des chrétiens notamment, qui fait disparaître toute production artistique. Donc la persécution du christianisme serait la cause évidente pour Baronio nous dirions aujourd'hui, d'une baisse de la production artistique, à la fois quantitativement et qualitativement. Alors, Mancini va reprendre cette idée d'une continuité, mais aussi d'une rupture, mais d'une manière tout à fait différente. Pour lui, ce qui compte, ce n'est pas de savoir s'il y avait plus d'artistes à l'époque des premiers chrétiens ou s'il y en avait moins, s'ils avaient été persécutés ou non, s'ils avaient même complètement disparu. Ce qui compte pour lui, c'est l'usage métaphorique des images et des motifs. Autrement dit, ce qu'il appelle textuellement l'uso métaphorico, c'est-à-dire comment des thèmes antiques, liés par conséquent au culte des héros et des dieux, ont pu être purement et simplement adaptés d'une manière, c'est là qu'il parle de métaphore, d'une manière métaphorique par le christianisme. Ça, c'est une façon de poser le problème qui est absolument radicalement nouvelle. Et je voudrais simplement indiquer une piste. L'idée d'un tel usage métaphorique va être réellement exploitée en histoire de l'art par Panofsky et avant lui par Aby Warburg. C'est au début du XXe siècle que ces questions trouveront à la fois une théorisation beaucoup plus approfondie, bien entendu, mais aussi trouveront une explication, une mise en œuvre dans des exemples d'analyse par Warburg et par Panofsky. L'un et l'autre dans l'ignorance des œuvres de Mancini, je le précise quand même, n'est-ce pas, qui n'était pas connu. Donc Mancini s'intéresse aux motifs païens transcrits dans le contexte chrétien, par exemple les poutis ou les dieux antiques au milieu des scènes chrétiennes. Un exemple très simple dont j'aurai peut-être l'occasion de vous parler encore, c'est le thème d'Orphée, trouvé dans la catacombe de Calixte, où l'on voit Orphée au milieu d'une composition circulaire, entouré d'images, dont par exemple Daniel dans la fosse aux lions, ou de la résurrection de Lazare, ou encore de David avec sa fronde, Moïse faisant surgir l'eau du rocher, c'est-à-dire autant de scènes
qui constituent une sorte de préfiguration du Christ et qui sont mises en relation avec Orphée, avec l'image d'Orphée, lui-même allégorie du Christ. Mancini, dans ce cas, considère que la présence de ce dieu païen est le signe d'une époque de transition. Il oriente son interprétation vers l'évocation de la mémoire des images qu'avaient les premiers chrétiens. Ils avaient forcément la mémoire d'images liées au paganisme. Ils auraient gardé donc cette mémoire des dieux païens d'avant leur conversion, qui leur permettent ainsi de passer du connu, de quelque chose de familier, d'une imagerie familière, à l'inconnu. Et les autorités ecclésiastiques, pense Mancini, des débuts du christianisme auraient ainsi privilégié leur emploi des motifs païens en les instrumentalisant à des fins de conversion. Alors pour Mancini, l'histoire de l'art médiéval doit donc être regroupée autour de deux thèmes: la relation entre l'art italien et l'art byzantin, et puis, d'autre part, la question des écoles régionales. Il voit les choses d'une manière bien plus large qu'à l'horizon purement romain, et il utilise cette notion d'école régionale, qui jusque-là n'avait été employée, voire Vasari, que pour la peinture moderne. Il la projette sur l'art du Moyen-Âge. Alors, je voudrais simplement rappeler 2 ou 3 points d'histoire encore qui nous importent pour comprendre toute l'importance de Mancini. En 1605, le pape Paul V demande la démolition des restes de la vieille basilique de Saint-Pierre. Elle était en ruine, elle menaçait de s'effondrer, et pour éviter une telle catastrophe, le pape a demandé la démolition, non sans avoir préalablement pris toutes sortes de précautions qui aujourd'hui nous paraîtraient relativement normales, mais qui à l'époque constituaient une véritable, je dirais presque un véritable manifeste. Il s'agissait d'abord de faire des relevés de l'ancienne basilique, donc d'en garder une sorte de procès-verbal graphique, visuel. Ensuite, les reliques précieuses contenues à Saint-Pierre doivent être mises à l'abri. Ça paraît parfaitement normal. Les tombeaux doivent être ouverts et on doit procéder à la translation des corps. Et le tout doit se faire sous contrôle notarial. Nous sommes là dans ce souci qu'a à ce moment-là l'Église de ne pas se mettre en tort par rapport précisément à cette question de la tradition. Bon, pour que la tradition puisse être maintenue, respectée, qu'il n'y ait pas non plus d'actes de malveillance, tout doit être mis sous contrôle juridique. Et Baronio propose que l'on demande ce travail de contrôle notarial à un notaire, bien entendu, qui s'appelait Giacomo Grimaldi. Et il se trouve que le choix n'est pas dû uniquement à un souci juridique. Grimaldi était aussi bibliothécaire et archiviste du Vatican. Donc il connaissait à la fois les aspects juridiques de ces procès-verbaux qu'il avait dressés, et en même temps, il avait une haute conscience de la valeur des documents. Et une autre clause est encore ajoutée: il faut que non seulement on documente la translation des reliques, mais aussi des mémoriers qui appartiennent à l'édifice et à son contenu. C'est-à-dire que tous ceux qui... Alors les mémoriers, c'est aussi bien des peintures murales, des sculptures, tout ce qui appartient au corps même de l'édifice et qui peut constituer une documentation pour sa connaissance. Et c'est ainsi que Grimaldi réunit des documents qu'il intitule « Description de la basilique de Saint-Pierre du Vatican ». On commande des dessins, donc, comme de véritables témoignages juridiques, que Grimaldi réunit dans un Liber Pictuarium, et lui aussi se réfère
à des archives pour la datation des documents. Il utilise l'épigraphie et la paléographie. À la différence de Chacon, que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, Grimaldi est encore plus rigoureux. Il n'opère pas de sélection. Il tend à l'exhaustivité. Et non seulement il réunit absolument tout ce qui peut être trouvé, fixé par le dessin ou la transcription à Saint-Pierre, mais il s'interdit absolument toute appréciation subjective sur le plus ou moins de valeur de tel ou tel document ou sur la beauté de telle peinture par rapport à telle autre. Au fond, ce qui se passe là, dans les années consécutives à 1605, c'est que les œuvres de l'époque paléochrétienne ou même du Moyen Âge obtiennent un statut égal à celui des sources écrites. C'est-à-dire que tout cela va constituer une documentation qu'il s'agit d'archiver et qui témoignera de la tradition de l'Église. Mais l'idée que les œuvres d'art soient assimilées à des sources écrites est très importante. C'est ça qui, finalement, va sauver beaucoup d'œuvres du Moyen-Âge, ou en tout cas, il va nous être possible de les conserver sous forme de transcription graphique ou écrite. Aujourd'hui, cela peut nous choquer. On peut dire, enfin, comment peut-on considérer les magnifiques cycles de peinture paléochrétienne comme des sources écrites, comme l'équivalent d'un document d'archives? C'était au contraire bénéficier d'un statut d'exception pour ces œuvres qui, sans cela, auraient sans doute été simplement détruites pour être remplacées par des œuvres modernes. Et un autre savant va même jusqu'à compléter cette documentation en essayant de connaître la vie quotidienne, j'allais dire, des premiers chrétiens. Plus exactement, comment ils pratiquaient leur foi et comment ils exerçaient leur culte. Et les relevés qu'il effectue lui aussi dans les catacombes de Rome sont destinés à cet effet. Alors, j'ai insisté sur tout cet aspect historique, ce contexte dans lequel Mancini va opérer, parce que, évidemment, cela va avoir une énorme importance, non seulement sur la conception que Mancini a de l'histoire de l'art, ce qui nous intéresse évidemment ici, mais aussi sur la conception qu'il a de l'art en général. Or, Mancini était lui-même un collectionneur, il était proche de la plupart des grands collectionneurs romains de l'époque, et il s'est mis en tête de leur donner des conseils, à la fois pour effectuer leurs achats, mais aussi pour effectuer leur scénographie, l'accrochage de leurs œuvres à l'intérieur de leur demeure. Tout cela est lié pour Mancini. C'est un homme qui a une curiosité extrêmement large et qui voit tout de suite tout ce qu'il peut tirer de la connaissance de cette exploration du passé paléochrétien et médiéval de Rome et de l'Église. Alors, il y a donc cet intérêt extraordinairement précis, parfois même tellement moderne, qu'on est frappé par la démarche de Mancini, qui se propose de défendre la position du dilettante qu'il est, au sens le plus noble du mot, bien entendu. Dilettante dans la mesure où il s'intéresse à beaucoup de choses et où il n'est lui-même pas un pratiquant de l'art. Il ne pratique aucune forme d'art. Bien entendu, il savait dessiner comme tout le monde, mais ça, ce n'est pas vraiment exceptionnel. Il savait dessiner, mais il n'était pas un artiste. Et même, il va aller jusqu'à s'opposer à ceux qui pensent que seuls les artistes sont compétents pour parler d'art. Et dans ce sens, il va polémiquer avec les idées avancées par Vasari, qui, ne l'oublions pas, je rappelle à ceux qui l'auraient oublié, Vasari était lui-même artiste.
Et Mancini va jusqu'à accorder au collectionneur, à l'amateur, des talents comparables à ceux de l'artiste. Il dit, ce n'est pas une production plastique, une production matérielle d'un objet, mais c'est une production intellectuelle que de collectionner et de s'intéresser à l'art. La connaissance de l'art et l'art du connaisseur font partie des sciences. Il les compare à la médecine, je vous rappelle qu'il était lui-même médecin, et au droit. L'acte de juger appartient à l'intellect avec la prudence, la science et l'intelligence. Définition donnée par Mancini. Il n'est pas du tout sans intérêt de souligner que Mancini était médecin. Nous allons rencontrer à la fin du XIXe siècle, pas cette année, j'espère l'année prochaine, un autre cas d'un médecin, Morelli, qui a été un des grands comparatistes, si je puis dire, à l'intérieur de la discipline de l'histoire de l'art, qui va établir une théorie selon laquelle on peut reconnaître et identifier un artiste en étudiant chaque détail de la physionomie d'un modèle peint, en allant comparer le lobe des oreilles, la forme des narines, la forme de l'œil, etc., à l'intérieur du corpus de chaque peintre. Eh bien, Morelli était médecin. Et ce goût, j'allais dire, pour l'anatomie, pour le détail anatomique, pour le symptôme d'une certaine manière, est tout à fait le propre d'un médecin. Mancini, je pense, a beaucoup bénéficié de cette science de la médecine qu'il maîtrisait. Par contre, non seulement il dit que les connaisseurs sont des savants, sont des gens qui ont une connaissance approfondie, pratiquent une science par conséquent, mais en plus, il dénie aux artistes la capacité d'être des connaisseurs. Ils ont trop de parti pris, dit-il. Ils sont trop sujets aux émotions. Donc on ne peut pas leur faire confiance pour juger de la valeur d'un tableau, quel qu'il soit, même de leur propre tableau. Ça, c'est radical. C'est seulement la distance, l'indépendance qui autorise le jugement artistique. Et cette distinction très importante, c'est la première fois, en fait, qu'elle est formulée. Personne n'a jamais osé dire quelque chose d'aussi radical. Néanmoins, bien sûr, le connaisseur doit savoir dessiner pour comprendre une œuvre. Et il doit posséder un certain nombre de matières, la connaissance des lettres, la connaissance de la musique et du dessin, et la pratique de la culture physique. Voilà le médecin qui revient sur le devant de la scène. Toutes ces qualités sont nécessaires, enfin ces qualités, ces pratiques sont nécessaires pour juger des œuvres d'art et de la beauté. Alors je vais vous lire un premier texte de Mancini. Alors je dis tout de suite que ces textes sont relativement, ne sont pas toujours écrits dans un italien très fluide, et leur traduction est aussi quelque peu lourde. Mais enfin, ce sont là des textes qu'on ne trouve pas actuellement en traduction, donc je pense qu'il est bon de les donner ici. Alors voilà comment il commence l'introduction à ces considérations, considerazioni, intention, droit de qui n'est pas peintre de juger une œuvre de peinture. Alors mon intention n'est pas de proposer des préceptes relatifs à la peinture ou à son mode d'opérer, car d'une part ce n'est pas ma profession, d'autre part parce que ce sujet a été traité par Dürer et Gauricus dans leurs livres sur la proportion du corps humain, et après eux par Léonard de Vinci, Vasari, Lomazzo et dernièrement Zuccaro, hommes très éminents dans cette profession, mais bien plutôt que de proposer et de considérer certaines précautions grâce auxquelles un amateur de semblables études saura aisément émettre un jugement sur les peintures qui lui sont proposées, les acheter, les acquérir pour ses maisons et les situer selon les temps dans lesquels elles ont été réalisées. Donc les dater en quelque sorte. La matière qu'elles représentent, le sujet, l'iconographie,
et les effets de lumière que l'auteur leur a donnés en les faisant. Donc à la fois un jugement iconographique et un jugement esthétique. Les effets de lumière, ça fait partie de l'appréciation esthétique du tableau. Le tout mis ensemble par l'observation de diverses peintures dans des temps et des occasions différents et grâce à l'amitié de certains peintres célèbres de ce siècle. Donc il faut à la fois connaître les artistes, fréquenter leurs ateliers, ça c'est une chose absolument nécessaire pour Mancini, et c'est l'observation, l'expérience de l'œil, cette progression empirique dans le domaine de l'art qui, peu à peu, va nous rendre capables de juger de l'art. Cette affirmation, plus loin, je passe plus loin, cette affirmation, à savoir que l'auteur ne juge pas d'une œuvre pour les raisons mentionnées, est vraie aussi bien de l'auteur qui l'ait fait que des auteurs d'œuvres similaires, comme expliqua Ficin au livre 10 des lois, chapitre 3, supposant que le jugement appartient à l'intellect et non à la fantaisie. De ceci, il ressort que le peintre ne peut pas bien juger des peintures. Et la raison en est que la peinture étant imitation, ne peut intérieurement et intimement comprendre la vérité des choses naturelles ou créées par un artifice, mais seulement l'extérieur et la surface. Cette distinction très très intéressante. Le peintre s'occupe de la surface, de l'extérieur des corps, de l'apparence, des accidents, comme on dit aussi. Pour corroborer cela, il ajoute que le peintre est semblable à ceux qui habillent les faits tragiques avec des vers jambés, vers qui ne comprennent pas le concept et la force de la fable ou de l'histoire, sujet de la tragédie. De même, les peintres qui habillent avec le vêtement de la couleur les faits civils, naturels, inventés et autres, ne comprennent pas la nature de ce fait imité et vêtu de couleur. Ce qui fut en outre expliqué plus clairement par Hippocrate, lorsqu'il disait que le peintre considérait grossièrement les membres du corps humain, ne les considérant pas intérieurement, mais seulement en surface. C'est pourquoi le peintre, n'ayant pas la disposition naturelle pour la prudence, comme dit Ficin, avec laquelle il faut juger, et ne considérant pas la nature des choses imitées de l'intérieur, ne peut donner un jugement parfait de la peinture. Et ceci parce que cette disposition picturale, comme d'autres dispositions propres à l'art, est dans la fantaisie et cachée dans celle-ci. Et en outre, l'acte de les juger, exercé extérieurement, appartient à l'intellect avec sa prudence, sa sagesse et son intelligence, qui considère si les choses sont bien imitées et exprimées avec les circonstances, ce qu'il peut très bien juger sans avoir l'habileté manuelle de pouvoir les représenter avec le pinceau et la couleur, et ainsi sans être un peintre d'invention ou d'imitation. Donc il y a là bien deux catégories de personnes, celles capables de juger, parce qu'elles ont formé leur jugement, et elles parlent aussi bien du contenu que de l'aspect de la peinture, à la limite de tout ce qui a motivé le peintre lui-même. Et puis, il y a les peintres qui sont capables de restituer par l'imitation, par l'art de l'imitation, le plus justement possible, le plus puissamment possible, aussi à cause des effets qu'ils emploient, l'apparence des choses. Et ceci nous fut enseigné plus clairement par Galien dans le livre 2 du De Sanitate Tuenda au chapitre 11, avec l'exemple du pédotribe et du médecin qui a soin de conserver la santé que celui-là s'est procurée. Donc le pédotribe, c'est celui qui entraîne le jeune homme à toutes sortes d'exercices, comme il sait enseigner les exercices de danse, d'équitation ou autres, mais non leur utilité, ni à qui et quand ils conviennent, ce qui par contre est enseigné et recommandé par le médecin, auteur qui lui est supérieur. Vous voyez, là aussi, il fait cette curieuse distinction, l'analogie entre le pédotribe qui exerce le corps, qui entraîne le corps, et le médecin qui connaît les raisons pour lesquelles le corps a besoin de ces entraînements et ce que ça peut avoir comme conséquence sur le corps. C'est pourquoi, en conclusion, ce jugement est impossible et très difficile chez le peintre, du moment que l'intellect avec lequel il doit juger exige d'être dépouillé des images mentales de la fantaisie. Les images mentales de la fantaisie sont nuisibles pour le jugement artistique. Il tend vraiment à une sorte de rationalité du jugement.
On est presque dans une sorte de discours pré-cartésien. Où étais-je? Puisque comme nous tirons d'Aristote au livre 3 du De Anima, Intus existens prohibet extraneum, il explique, c'est pourquoi le peintre, devant avoir pour œuvrer cette image mentale dans la fantaisie, celle-ci ne peut être corrigée par l'intellect. Et même s'il advient qu'elle se corrige, ceci arrive ou avec difficulté chez un petit nombre et après une longue période, et ceci, comme disait Aristote, cum fuerit singula factus, c'est-à-dire après avoir acquis l'aptitude à la sagesse, l'intelligence et la prudence. Alors voilà un discours qui est d'une très grande densité. Je me suis arrêté à quelques points, mais on pourrait analyser pratiquement chaque phrase, même remettre un peu dans un français plus élégant, certainement, mais ce qui m'importait, c'était surtout de vous montrer le contenu de ce texte, qui est d'une nouveauté radicale, dans la mesure où la définition qu'il donne de l'amateur et de l'artiste sont des définitions qui ne reposent pas simplement sur l'un a du jugement parce qu'il a vu beaucoup de tableaux, l'autre a le génie, pour lui la pratique, la maîtrise, etc. Non, il va beaucoup plus loin. Il élève, en effet, l'art du connaisseur à une véritable science. Et alors, c'est là que nous retrouvons notre Romain attentif à toutes ces explorations attestées par des actes notariaux dans Rome, dans la Rome du début du XVIIe siècle, car il dit qu'une orientation méthodique pour la connaissance de l'art est donnée par l'histoire et la recherche historique, par la paléographie en particulier, par la paléographie. La paléographie, la connaissance de l'écriture, serait en quelque sorte le modèle de la connaissance de l'écriture du peintre. Le peintre qui applique sur la toile avec son pinceau des couleurs ne fait rien d'autre qu'écrire. Il laisse une trace de sa main, de ce ductus particulier, et voilà. Et par conséquent, l'écriture, qui elle aussi se modifie non seulement au fur et à mesure des âges, mais se modifie selon la personnalité de celui qui écrit, eh bien les deux peuvent être de cette manière comparés. Alors la paléographie, j'en reparlerai à propos des antiquaires, des grands antiquaires français. La paléographie est surtout connue grâce à Bernard de Montfaucon, qui publie en 1708 Paleographia Graeca, et la genèse de ces études paléographiques se situe dès 1681 avec la publication de Jean Mabillon de Re Diplomatica. Je reviendrai à ce texte fondamental plus loin, la prochaine fois sans doute. Alors, la lecture critique des textes anciens se pratiquait déjà au Moyen-Âge. L'humanisme lui accordait une très grande importance. Je vous ai dit toute l'importance de la philologie. Et dans le cadre de la philologie entre évidemment la paléographie. Les réformateurs en particulier accordaient une place très importante à la critique textuelle. Mais ce qui va se passer là est d'un autre ordre, parce que cette leçon tirée de la paléographie va être appliquée à d'autres domaines que l'étude des sources écrites. Alors Mancini a aussi parmi ses ambitions nombreuses celle d'écrire un vrai catalogue de l'art et des artistes de Rome, depuis le classicisme jusqu'à sa propre époque. Donc en fait, en reliant l'Antiquité à son propre temps. Malheureusement, ce livre n'a jamais été fait. Et le jugement qu'il porte sur les artistes ne se fait pas par rapport à une norme qui serait la perfection classique, comme l'ont fait les écrivains avant lui. Il parle d'un beau par rapport à son temps. Il y a un beau relatif. Et ce relativisme historique est une des grandes innovations de la pensée de Mancini.
Et là, il va beaucoup plus loin dans cette attitude que Vasari. Évidemment, il n'y a pas les mêmes enjeux politiques et doctrinaux chez Mancini que chez Vasari. Un des aspects intéressants de la pensée de Mancini est son intérêt pour les faux et les faussaires. Il s'intéresse aux faux, en particulier, non seulement pour les raisons que je viens d'indiquer. Il paraît évident que quelqu'un qui tente d'établir une sorte de grille de lecture des styles à travers l'évolution des mains des artistes, mais aussi parce que pour lui, la production des faux a des conséquences économiques considérables. Et c'est la première fois qu'on aborde la question de la copie et du faux, s'intéressant donc aux aspects techniques de la peinture. Sans la connaissance des aspects techniques de la peinture, on ne peut pas avoir la prétention de déceler des faux. Et là encore, c'est sûrement un événement extérieur qui l'a incité à s'intéresser aux faux. À la même époque, en effet, il y avait toutes sortes de querelles juridiques à Rome et de revendications sur les droits de propriété, pour des droits de propriété en particulier de terrain. Et on met la propriété en cause à partir, par exemple, d'une suspicion de faux jetée sur les documents qui l'attestent. Voilà, donc voilà une première façon de s'en prendre aux documents et d'exiger l'étude des documents avec, si possible, des méthodes scientifiques. Alors, bien entendu, si on pensait avoir établi à l'époque une science appelée paléographie, cette paléographie elle-même, cette science elle-même, va beaucoup évoluer jusqu'au XXe siècle. Et je pense que la paléographie pratiquée par mes collègues ici même dans cette maison n'a plus rien à voir avec la paléographie que pratiquaient les Romains au début du XVIIe siècle. Mais enfin, ni d'ailleurs les Français à Saint-Germain-des-Prés en particulier. Néanmoins, ce qui nous importe, ce n'est pas que cette paléographie était définitive. Ce qui nous importe, c'est qu'ils avaient la conviction qu'à partir d'une lecture critique des documents, critique dans les deux sens, à la fois quant au contenu des documents, mais aussi quant à la forme des documents, on pouvait s'assurer d'une sorte de spectre de ce qui est document véritable, authentique, et de ce qui n'est pas authentique ou qui doit être considéré provisoirement comme douteux. Il y a trois catégories de documents. Ceux qui sont considérés comme vrais, douteux et les faux. Et dans cet ordre d'esprit, Mancini cite la recherche de ce qu'il appelle le secondo scritto. Le secondo scritto, c'est d'une certaine manière l'équivalent du secondo artifice, c'est-à-dire la trace de quelque chose visible dans la facture du tableau ou de l'écriture qui nous fait douter de son authenticité. Une copie d'un document authentique peut être parfaitement authentique, dans la mesure où on a simplement transcrit le premier document qui ne nous est pas conservé pour des raisons X, et on conserve la copie, mais toutes sortes de raisons nous font penser que cette copie est juste, est exacte. Donc c'est un document authentique. Par contre, il y a des copies de documents qui les falsifient intentionnellement, ou même des copies de documents qui falsifient l'écriture pour nous faire croire à une plus grande ancienneté du document. Donc toutes ces formes de falsification doivent être prises en compte et doivent être transposées dans l'analyse des tableaux. Il y a chez lui, chez Mancini, la conviction que la maniera, le même terme que chez Vasari, est la capacité d'invention personnelle de l'artiste qui se signale en proportion de la distance que l'artiste met entre lui et la nature. Une définition très intéressante. Ce n'est pas une soumission, une servilité vis-à-vis de la nature qui atteste d'un grand artiste. C'est au contraire la distance qu'il sait mettre avec la nature englobant d'une manière générale toute réalité qui nous entoure. Par exemple, pour la figuration des muscles ou des ombres, l'artiste original suit sa maniera, l'applique avec fierezza, dit-il, tandis que
le second, l'artifice second, est lié à son modèle et ne dispose pas de liberté. Donc là où il y a copie, il y a soumission au modèle. Et il faut savoir détecter cette soumission, cette servilité, pour détecter le faux ou la copie qui n'est pas intéressante. Mais il ne nous dit pas, malheureusement, ce qu'il, je pense, maîtrisait relativement bien, c'est comment on reconnaît la maniera d'un artiste singulier et authentique. Ça, c'est un problème qui reste en suspens. Il est, en effet, peut-être plus facile de théoriser sur les faux que de théoriser sur un art absolument certain, un art sans faille pour identifier l'authenticité d'une œuvre. Alors, j'en viens à un autre texte de Mancini où il nous explique cette fois comment on reconnaît des peintures. Quant au temps et à l'âge, il n'est pas aussi facile de les reconnaître, la datation d'une peinture, car il est nécessaire d'avoir une certaine pratique dans la connaissance de la variété de la peinture quant à ces périodes, comme ces antiquaires et bibliothécaires ont des caractères, donc de lettres, à partir desquels ils reconnaissent la période d'une peinture. En ce qui concerne ce temps et âge, il se reconnaît par le dessin, la composition et le coloris, propres à chacun des âges déjà mentionnés plus haut, comme par exemple l'application laborieuse du savoir et de la perspective, mais avec sécheresse et propre de l'adolescence de la peinture de 1400 à 1470 environ. Et ce qui se dit de l'adolescence doit se comprendre aussi des autres âges, comme il a été remarqué plus haut. Et cette manière s'apprendra d'autant plus qu'on ira considérant les peintures et les peintres selon la série de périodes que nous avons proposées, en plus de l'observation des habits qui s'utilisaient de siècle en siècle et sur lesquels ont ensuite été faites les peintures, des lettres qui parfois se voient dans les peintures. Donc il utilise aussi des détails, des détails relatifs précisément aux habits, aux costumes, relatifs à une inscription qui pourrait se situer dans le tableau et dont il faut tenir compte pour la datation des peintures. Et surtout s'il s'agit d'une copie ou d'un original, car parfois il arrive qu'elle soit tellement bien imitée qu'il est difficile de la reconnaître, ce à quoi il faut ajouter que ceux qui veulent les vendre comme des originaux les enfument avec la fumée de paille mouillée qui introduit ainsi dans la peinture une certaine patine. Nous apprenons une des méthodes dont s'était fait la spécialité certains ateliers de faussaires. Peut-être que les faussaires d'aujourd'hui, il faudrait voir la même chose. Certaines patines semblables à celles que lui donne le temps, et ainsi elles apparaissent antiques, en leur enlevant cette couleur vive qui sent le neuf et le récent. En outre, pour cacher davantage la supercherie, ils prennent des vieux panneaux et travaillent sur ceux-ci. Ça, c'est connu, c'est toujours pratiqué. Cela étant considéré, quiconque a de la pratique découvre toutes ces supercheries. D'abord, si dans la peinture proposée, il y a cette perfection. Ah oui, mais que se cache-t-il derrière ce mot perfection? Cette perfection avec laquelle œuvrait l'auteur, sous le nom duquel elle est proposée et vendue. D'autant plus si on y voit cette franchise du maître, la franchise du maître, et en particulier dans ces parties qui par nécessité se font avec assurance et qui ne peuvent bien être exécutées avec l'imagination, comme en particulier les cheveux, la barbe, les yeux. Et si les boucles des cheveux, quand on doit les imiter, se font avec fatigue, ce qui apparaît ensuite dans la copie, et si celui qui copie ne veut pas les imiter, alors elles n'ont pas la perfection du maître. Bon, on aimerait des exemples précis. Et ces parties dans la peinture sont comme les traits et les liaisons dans l'écriture, voyez-vous la comparaison, qui requièrent cette clarté et cette assurance propre au maître. La même chose est aussi à observer dans certaines touches de lumière, inattendues ici et là, qui sont posées par le maître d'un geste et avec l'assurance d'un coup de pinceau inimitable. Ainsi, dans les plis des vêtements et leur lumière, qui dépendent davantage de la fantaisie et de l'assurance du maître que de la vérité des choses qui sont représentées. Tout cela est très gentil, mais en effet, cela suppose une très longue familiarité avec les œuvres pour entendre, j'allais dire,
à mot couvert ce que dit Mancini. Mais là, cette phrase et ces parties dans la peinture sont comme les traits et les liaisons dans l'écriture qui requièrent cette clarté et cette assurance propre au maître. Il y a là la mise en équivalence de l'écriture, donc comme je l'ai dit, et de la peinture. On peut considérer que c'est toujours le travail de la main, mais quand il parle de clarté, il faut bien se dire qu'une écriture claire, c'est quelque chose qui nous parle tout de suite. Voyons ce que ça veut dire. Une écriture lisible, en d'autres termes. Une peinture qui bénéficierait de la même clarté, nous ne voyons pas du tout ce que ça peut vouloir dire. Pardon. Je quitte Mancini, dont j'espère vous avoir montré tout l'extraordinaire intérêt pour notre cours, pour ce que nous essayons d'étudier ici, et en même temps, bien sûr, le relatif désordre dans lequel tout cela est consigné, l'absence d'une méthode rigoureuse, évidemment, mais la tentation, le désir d'une méthode rigoureuse, le désir de rigueur, de rationalité est présent partout chez Mancini. Et c'est ce qui en fait sans doute la grande singularité. Je vous avais annoncé la dernière fois que deux figures sont absolument centrales dans toutes les modifications qui interviennent en ce début du XVIIe siècle. C'est celle de Mancini, bien sûr, et c'est celle de Bellori. Mais avant de passer à Bellori, qui est important pour d'autres raisons, nous le verrons, mais Bellori comme Mancini sont tous les deux opposés à l'histoire de l'art telle que l'a envisagée Vasari. Ce sont de véritables réactions contre Vasari. Il faut encore que j'insère ici une autre personnalité parce qu'elle a exercé une très grande influence intellectuelle, notamment sur Bellori. C'est Franciscus Junius, qui est né en 1591, mort en 1677, et qui a laissé un livre De Pictura Veterum Libri Tres à Amsterdam en 1637. Il s'agit d'une histoire des artistes et d'une analyse de la nature des arts d'imitation. Junius propose 3 parties dans son livre, et vous allez voir que l'articulation même de ces 3 parties est extrêmement originale. D'abord, les facteurs psychologiques de la contemplation de l'art. Qu'est-ce qui entre en activité dans l'esprit humain lorsque nous regardons une œuvre d'art? Ensuite, les données sociologiques qui favorisent les progrès de l'art. C'est évidemment un terme moderne que je plaque sur le contenu de cette deuxième partie de Junius. Il ne parle jamais de sociologie, mais en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et en effet, la troisième partie seulement est consacrée à l'art de peindre. Comme l'objectif de notre entreprise l'exige, dit-il, de montrer les débuts, le développement et la perfection de la peinture, ainsi souhaitons-nous enseigner dans le premier livre comment elle prit son élan initial, dans le deuxième comment elle a grandi, et dans le troisième comment elle a atteint sa perfection. Chaque moment ainsi évoqué est au fond d'une grande banalité par rapport à ce que nous avons déjà vu, mais en même temps, chacun de ces moments est renforcé par ces analyses qui nous intéressent au plus haut point que je viens d'évoquer. Alors, ce schéma ne concerne pas l'art des anciens exclusivement, mais l'art en général. Il n'y a pour lui pas de distinction à faire entre le présent et le passé. C'est là vraiment quelque chose de tout à fait important. La peinture des anciens n'est pas un modèle, parce qu'elle est ancienne, mais parce qu'elle est toujours actuelle. La peinture des anciens n'est pas un modèle parce qu'elle est ancienne, ce n'est pas son ancienneté qui lui donne autorité, c'est parce qu'elle est toujours actuelle, c'est-à-dire elle est toujours présente devant nous. Les textes qu'il lit, qu'il collecte, et les œuvres d'art
que souvent il ne connaît pas et dont il parle, appartiennent pour lui à un même monde. Il ne fait jamais de distinction entre le passé et la nécessité qu'il y aurait à l'actualiser. Tout ce qui vient du passé est perçu par lui comme actuel. Chez Junius, il y a une sorte d'intemporalité, pourrait-on dire, qui évite le conflit qu'introduira Winckelmann entre un art lié à des conditions extérieures, comme le climat, la géographie, les données politiques, et en même temps la croyance qu'aura Winckelmann, en un modèle définitif pour le présent. Avec Junius, nous ne sommes pas du tout dans cette conception des choses. Il ne tombe pas dans cette contradiction, puisque pour lui, l'art des anciens n'est pas plus que l'art moderne lié à des conditions exogènes. C'est, par contre, un modèle de pensée pour lui. Il a, d'une certaine façon, contribué à ce fameux débat, cette fameuse querelle des anciens et des modernes, sur laquelle je reviendrai encore. Ou pas encore, sur laquelle j'insisterai un peu plus loin. Pour lui, il faut trouver, au fond, un chemin moyen entre, j'allais dire, la dévotion aux anciens, la dévotion faite aux anciens et la foi dans les modernes. Le livre de Junius a eu un très grand succès éditorial. Il a été lu, donc paru, encore une fois, je rappelle la date, 1637. Évidemment, c'est un livre en latin. Il a été lu par Rubens, Van Dyck, Poussin, qui le connaissent apparemment très bien. Il est considéré comme un recueil d'anecdotes et de témoignages sur la peinture, tout en ayant influencé aussi des esprits comme Lebrun, Bellori, Félibien, De Pile, Lessing et jusqu'à Winckelmann. Il étudie aussi, comme le fera Lessing, les relations entre la peinture et la poésie, entre la peinture et la rhétorique. La peinture est un langage dont Junius cherche les règles dans la rhétorique. Alors, je vais passer, là j'avais un passage encore que je voulais vous citer, mais qui n'a pas, le temps passant, je voudrais terminer par cette citation de son livre. Ce qui est fait conformément à une conception de l'esprit est beau. Ce qui est fait conformément à une production déjà existante n'est pas beau. Celui qui, en suivant son imagination ou sa conception, en donne une reproduction semblable ou dissemblable, si elle est semblable, il réussira ce qu'il reproduit, car il y avait là ce qui est fondamentalement beau. Mais si elle est dissemblable, c'est qu'il ne l'a pas faite en suivant ce que son esprit a su concevoir. Bien au contraire, il ne respecte pas la ressemblance. Celui qui réalise une œuvre en suivant un modèle déjà existant, s'il a vraiment les yeux bien fixés sur lui, ne fait manifestement pas quelque chose de beau. Ce modèle lui-même comporte en effet de la dissemblance et n'est pas fondamentalement beau, de sorte qu'une copie qui lui est fidèle s'éloignera encore plus de la beauté, puisque même Phidias, qui fit la statue de Jupiter, ne prit pas pour modèle une œuvre existante, mais Jupiter se présenta à son esprit tel qu'Homère le représenta. Très beau, c'est pas ça? Magnifique. Au fond, ce qui est dit là, c'est d'opérer la distinction entre le semblable et le dissemblable. C'est-à-dire qu'au fond, toute la théorie de l'imitation est résumée ici par Junius en disant que reproduire la nature, c'est une chose, reproduire ce qui reproduit déjà la nature, c'est autre chose. On ne peut pas, à partir d'une reproduction de ce qui existe déjà, qui a déjà été constitué comme une imitation, faire un art de l'imitation. L'imitation doit directement s'emparer, se fonder sur le semblable, sur la similitude. Et la phrase finale accorde une très grande importance, en fait, bien sûr, à cette très belle image d'Homère, mais je dirais surtout au fond, ce que Bellori va appeler l'idéa, l'idée. C'est l'idée qui doit, l'idée étant un ensemble conceptuel formé à la fois d'images et de concepts, c'est l'idée qui doit finalement inspirer le peintre devant le spectacle qu'il veut imiter, auquel il veut appliquer l'imitation. Il se trouve que Phidias a été inspiré par
une sorte d'apparition, mais c'est une manière de dire cela qui est tout simplement plus poétique. Alors, la prochaine fois, je commencerai l'étude de Giovanni Pietro Bellori pour nous introduire dans un deuxième aspect de grande innovation dans l'histoire de l'art, c'est l'importance que va donner Bellori à la description des œuvres d'art. Bellori est un écrivain d'un très grand talent, cela va nous changer considérablement de Mancini, mais cet écrivain de très grand talent se met, j'allais dire, à l'écoute, il faudrait dire au regard des œuvres d'art pour essayer de les transcrire. Et il a inventé véritablement une langue pour parler peinture dont le XVIIe, le XVIIIe, le XIXe siècle vont être l'héritier. Voilà, je vous remercie.